femme de lettres émérite, la montalbanaise Marie Gouze, dite Olympe de Gouges, a écrit de nombreux ouvrages pour le théâtre. Elle sera également une des précurseuses à revendiquer le droit des femmes. Même si la Révolution française est une affaire d'hommes, elle trouve malgré tout sa place en tant que révolutionnaire féminine active. Rédactrice en 1791 de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, elle milite également pour l'abolition de l'esclavage, dont elle fera d'ailleurs le thème de sa première pièce. Malheureusement, en ces temps tumultueux où Girondins et Montagnards s'opposent sans cesse à l'Assemblée nationale, elle rédige des pamphlets contre Marat et Robespierre, si bien qu'ils deviennent ennemis. Son sens de la critique jacobine lui porte tort, notamment lors de la Grande Terreur, où de nombreux contre-révolutionnaires sont tués en masse. Victime de ses idées sûrement trop humanistes, elle est emprisonnée dans des conditions difficiles et après un jugement expéditif, sera condamnée et guillotinée place de la Concorde le 3 novembre 1793. Juste avant de mourir, les seuls mots qu'elle prononce sont « Enfants de la patrie, vous vengerez ma mort ». Il est fort possible que le pouvoir jacobin profita de cet exemple pour détourner les femmes de la politique. Il n'en reste pas moins que, de par son ouverture d'esprit avant-gardiste, Olympe de Gouges laissera de nombreux écrits littéraires et sera pour toujours un personnage emblématique du féminisme. André Jambon, dit Saint-André, naquit au faubourg de Ville-Nouvelle d'une famille protestante. Après avoir été pasteur, il est élu à l'Assemblée de la Convention et devient membre du gouvernement au ministère de la Marine. En 1793, considérant que le roi Louis XVI a trahi la nation, il vote sa condamnation sans appel ni sursis. Il contribuera à l'adoption du drapeau tricolore dont il fera le nouvel emblème des vaisseaux de la Marine nationale. Non sans mal, faut bien le dire, car les officiers de la Marine royale étaient restés fidèles à la monarchie. Opposition qu'il aura su réprimer avec une sévérité excessive, dira-t-on, mais qui aura eu le mérite de renouveler la flotte militaire qui en avait bien besoin. Plus tard, sous Napoléon, il sera nommé chevalier de la Légion d'honneur, lui en 1809, baron d'Empire, le baron Saint-André. 4 ans plus tard, il meurt de typhus à Mayence, en Allemagne. Comment déguster et traduire la beauté des figures? Comment y conjuguer tradition et invention? Telles sont les questions que se posera l'artiste montalbanais à Ingres tout au long de son apprentissage à la peinture. Après avoir fait ses premières armes à Montauban, puis à Toulouse, il devient l'élève du grand maître et chef de file du néoclassicisme, Jacques-Louis David. Artiste talentueux, Ingres remporte le prix de Rome en 1801. S'ensuit des années de travail des plus fécondes, influencées par les œuvres de la Renaissance qui marquent définitivement son style.
Il aura été également violoniste à ses heures perdues, activité qu'il aime pratiquer en dehors de sa profession, d'où l'expression bien connue « violon d'âgre » qui restera pour définir un passe-temps favori, un hobby. En 1803, alors que le consul Bonaparte, futur Napoléon, avait vendu la Louisiane aux États-Unis, la tribu indienne des Osages, regrettant le départ des trappeurs français, décida d'envoyer des représentants pour renouer avec la France courant 1827. Après avoir été reçus de façon très conviviale par le roi Charles X, ils furent ensuite abandonnés à eux-mêmes et errèrent sur les routes de France et d'Europe sans savoir vraiment comment rentrer au pays. C'est ainsi que 3 d'entre eux, petits chefs, grands soldats et femmes faucons, arrivèrent à Montauban. Accueillis par l'évêque du bourg et le maire de la ville, ils purent enfin rentrer chez eux grâce à une collecte de fonds recueillis auprès de la population. Et cette générosité mettra un lien dissociable entre les Montalbanais et les Osages. Depuis 1989, ils se retrouvent tous les ans pour célébrer cette union exceptionnelle. C'est en 1861 que l'artiste et sculpteur Antoine Bourdelle vit le jour à Montauban. Fils d'ébéniste, dès son plus jeune âge, il développe une précocité étonnante dans la réalisation de ses premières pièces sculptées en bois. Son talent indiscutable lui permet d'ailleurs d'obtenir des bourses pour continuer son apprentissage sur Paris, où il est reçu 2e au concours de l'École nationale des beaux-arts. C'est en 1893 qu'il entre dans l'atelier du grand Auguste Rodin, qui le soutiendra pour réaliser le monument aux morts de la guerre de 1870 à Montauban. C'est bien plus tard que sa carrière décolle réellement. Il participe alors à l'exposition universelle de Paris en 1900. Il voyage à Genève, Berlin, Varsovie, Prague, puis expose à New York, Tokyo dans les années 1909-1910. Affaibli par des problèmes de santé, c'est en 1929 que l'artiste décède, laissant derrière lui une quantité impressionnante d'œuvres reconnues dans le monde entier. À la même époque, une autre personnalité se fait remarquer. Jules Houry, dit Marcel Lenoir, est peintre, bijoutier comme son père, graveur, enlumineur. C'est en 1889 qu'il se rend sur Paris. Passionné par la danse, il devient même le partenaire attitré de la Goulue au Moulin Rouge. Puis il s'affirme comme peintre et devient l'un des grands créateurs de l'histoire de l'art moderne, du symbolisme de l'art nouveau à l'art déco. Ayant atteint la notoriété de son vivant, il fait figure un peu d'artiste délaissé, tant son attitude provocante ne favorise pas sa diffusion.
Il ne cesse de railler les critiques et les institutions officielles. Il n'en restera pas moins un artiste incontournable de la belle époque, qui aura toujours été fidèle à sa région natale et à sa ville chérie de Montauban, son merveilleux pays de soleil et d'or. C'est en 1931 que Marcel Lenoir ferme sa boîte à couleurs dans son atelier de Montricourt et déclame « C'est fini, je ne l'ouvrirai plus ». C'est un héros à qui on rend hommage maintenant. En effet, Adolphe Foulques, fils de la fameuse Vichy montalbanaise, qui s'appellera par la suite Vichy internationale, s'illustre lors des terribles inondations de mars 1930. L'inondation du siècle, comme on la nommera. Dans le bassin du Tarn, les effets sont dévastateurs. De nombreuses personnes et biens sont en péril, pris d'assaut par la montée irrémédiable des eaux. 40 cm toutes les heures, pour atteindre au sommet de la crue 11,50 m. C'est alors que le courageux Adolphe Foulques, excellent nageur, décide de partir à leur secours à bord d'un simple canoë et sauvera des dizaines de personnes de la noyade. Malheureusement, c'est au cours d'un de ces sauvetages que le jeune homme âgé de 34 ans est pris dans les remous tumultueux du Tarn. Il ne pourra jamais revenir vers son embarcation et meurt noyé. Sa mémoire restera à jamais intacte dans la cité d'Arles. Originaire des Pyrénées-Atlantiques, c'est en juillet 1940 que Pierre-Marie Péas devient évêque à Montauban. Tout d'abord loyal envers le maréchal Pétain, il s'oppose par la suite à la politique anti-juive du gouvernement qui l'amène à avoir une attitude critique à l'égard du régime de Vichy. La rafle du Veldiv, le 23 août 1942, le révolte particulièrement. C'est alors qu'il publie une lettre pastorale sur le respect de la personne que Marie-Rose Gineste, sa secrétaire, porte à bicyclette dans les paroisses des diocèses. Le message délivré contre le traitement infligé aux Juifs est sans ambiguïté. Monseigneur Péas entre dans ce que l'on appellera une attitude de résistance spirituelle. Marie-Rose collecte des renseignements vitaux pour les résistants. Elle porte secours à ceux qui sont poursuivis par la Gestapo, camoufle les Juifs et organise des filières pour fuir en Espagne. Après la guerre, Monseigneur Péas devient évêque de Lourdes. Marie-Rose Gineste, quant à elle, sera engagée politiquement dans divers mandats municipaux et mourra presque centenaire à 99 ans, le 30 août 2010. C'est en 1941 que le Parisien Hugues Pamassier s'installe à Montauban, au 61 faubourg du Moustier. Depuis plusieurs années déjà, il s'intéresse à ce nouveau courant musical qu'est le jazz, à tel point qu'il rédige ce qui restera le premier ouvrage de référence en la matière, Jazz Trot, publié en 1934 et préfacé par Louis Armstrong. Il sera également organisateur de concerts
et producteur de disques. Il assure la supervision des séances et de nombreux musiciens français tels Django Reinhardt, Stéphane Grappelli ou encore Sidney Bechet y gagneront leur notoriété. Voyant confier l'organisation de concerts comme à Nice notamment, il invente le concept même du festival de jazz, lieu de musique mais aussi de rencontre. Sa vie entière sera consacrée à cette musique, et son apport critique et littéraire reste à ce jour sans équivalent, avec un répertoire d'une vingtaine d'ouvrages et énormément d'artistes de presse.